Chapitre 3, 1809, deuxième partie. Ce même jour, 7 juin 1809, le maréchal Ney arriva à Saint-Jacques avec son état-major et donna l'ordre de départ pour le lendemain. Le 10, nous arrivâmes devant le pont de San Pablo que l'ennemi avait coupé. Il s'était retranché derrière les rochers qui avoisinent le pont, et comme la mer remonte jusqu'à ce pont qui est près de l'embouchure d'une petite rivière, la position était très forte. Le maréchal Ney envoya à marée basse un aide de camp pour reconnaître si l'endroit où il espérait passer était guéable. Les Espagnols firent un feu continuel sur cet officier. Les balles tombaient autour de lui comme la grêle, et je ne puis me figurer comment il ne fut pas criblé. Il revint fort heureusement, après avoir rempli sa mission, et rendit compte qu'il était possible de passer, bien que l'on s'enfonçât jusqu'à la ceinture dans la vase et le limon, que la mer laissait en se retirant. Le lendemain, à 4 heures du matin, 4 compagnies de grenadiers et 4 compagnies de voltigeurs, dont la mienne, se rendirent à l'endroit guéable reconnu par l'officier. Arrivés au bord de la mer, nous vîmes les Espagnols qui prenaient des dispositions pour que le bain que nous nous disposions à nous offrir ne fût pas agréable pour tout le monde. Nos colonnes étaient formées et nous allions nous mettre à l'eau lorsqu'un officier d'état-major, arrivant au galop, nous apporta l'ordre de ne pas attaquer et de revenir. Nous apprîmes que le roi Joseph avait envoyé aux maréchaux Ney et Soult l'ordre d'abandonner la Galice et de se porter sur Madrid que menaçait l'armée anglo-portugaise. Il ne s'agissait que d'une bagatelle de 130 lieues à faire. Nous fîmes donc demi-tour et revînmes encore à Saint-Jacques-de-Compostelle où le régiment ainsi que le 6e léger restèrent quelques jours pour assurer l'évacuation entière du pays à nos blessés, malades et à nos bagages. Ce fut avec une profonde surprise que nous vîmes le capitaine Colin debout et, quoique non encore guéri, revenir prendre sa place à la tête de sa compagnie. Le surlendemain, le 69e partit pour la Corogne avec un bataillon du 6e léger, justement celui de l'infortuné Colin. Les habitants de la Corogne donnèrent une fête publique où s'étaient rendues toutes ces femmes méprisables qui conservent, dit-on, les mœurs d'une ville en la corrompant. Nous les examinions en parcourant le bal, 2 officiers du 6e léger et moi, lorsque nous fûmes surpris de voir parmi ces laïcs une jeune personne dont la ressemblance avec Adelina était frappante. Nous courons vers un 3e officier et lui demandons s'il veut que nous lui montrions le portrait de la maîtresse de Colin, probablement plus exact et sûrement plus réel que celui dont ce malheureux était obsédé. L'officier vient, regarde, et bientôt sa surprise égale la nôtre. L'idée nous vient aussitôt de profiter d'une circonstance aussi singulière pour mettre un terme aux maux de notre ami. Persuadé que le fantôme qui le poursuivait ne tiendrait pas contre l'objet réel que nous lui opposerions, et que son imagination serait désabusée lorsque ses sens seraient frappés, nous nous déterminâmes à lui présenter sous les habits d'Adelina celle qui en avait la figure. Nous convînmes avec la courtisane du déguisement qu'elle devait prendre, du lieu où elle devait se rendre, du signal auquel elle devait obéir quand elle devrait avancer, de son attitude, de sa démarche, en un mot, de tout ce qui exigeait le rôle qu'elle devait jouer. Nous allons trouver Colin, et lui demandons une preuve d'amitié. Nous partons, lui disons-nous, et peut-être ne nous reverrons-nous plus. Bien que nous vous sachions encore à peine rétablis, venez souper avec nous, cœurs sensibles qui vous aimons. Il n'ose refuser. Il arrive, on se met à table, il n'avait pas dit un mot, et le repas allait finir, lorsque, pour provoquer l'émotion nécessaire à ce que nous voulions obtenir, nous lui parlons du jour fatal où il reçut le dernier soupir de son amante. Sans nous répondre, il sourit, regarde fixement un lieu éclairé qui était vis-à-vis de lui, et, étendant les bras, fait le geste d'attirer à lui et de serrer dans ses bras l'objet que son désir lui réalise. Nous donnons à l'instant le signal, et la fausse Adelina entre. Il l'aperçoit, recule précipitamment, frissonne et s'écrie « Mes amis, sauvez-moi, je suis perdu. Je n'en voyais qu'une, et voici que j'en vois 2. » Nous voulons lui démontrer son erreur. Il ne nous entend pas, tombe en convulsion et meurt quelques heures après en prononçant le nom d'Adelina. Le lendemain matin, nous le conduisîmes au champ du repos avec tous les honneurs dus à son grade. Les soldats de sa compagnie réclamèrent l'honneur de porter eux-mêmes le corps de leur brave capitaine. Le jour même nous partîmes, en laissant avec bien des regrets quelques officiers et soldats dont les blessures ne permettaient pas le transport. J'eus l'occasion de recevoir quelques années après plusieurs de ces malheureux qui avaient pu échapper à leur geôlier et qui déclarèrent qu'après notre départ, on les mit sur un ponton où ils furent indignement traités. Note.
Les pontons étaient d'anciens navires de guerre hors d'usage et dématés que les Anglais et les Espagnols utilisèrent comme prisons militaires. De très nombreux soldats français y vécurent dans des conditions terribles, et nombreux furent ceux qui y moururent de mauvais traitements, de malnutrition ou de maladies. Nous traversâmes Betanzos, joli petit port de mer dont les magasins étaient si bien fournis qu'après que le corps d'armée eut reçu pour 8 jours de vivres, les employés, ne pouvant tirer parti du reste, le livrèrent au pillage. Le camp fut en un instant garni de viande salée, de riz, de pain, de farine, de lard, de vin, d'eau-de-vie, en un mot, de toutes sortes de comestibles. Nous passâmes aussi à Lugo, où nos bataillons avaient été bloqués et où l'on distribua du biscuit anglais. Je n'en ai jamais vu d'aussi blanc et d'aussi bien fait. Quand on en mettait un dans le vin, il devenait comme une brioche de 6 sous, et on m'a assuré que l'eau employée pour le faire était savonneuse. Nous revîmes Villafranca et Cacabelos que nos soldats saluèrent de leur malédiction, soit que les habitants se fussent sauvés au passage du corps du maréchal Soult, soit qu'ils ne fussent pas revenus depuis leur dernière évacuation, ces localités étaient désertes comme à notre arrivée. En arrivant à Astorga, nous entrâmes dans le royaume de Léon, dont les habitants n'avaient pas fui. Le 20 juillet, à Zabaguesa, il y eut une revue du commissaire des guerres. Plusieurs officiers et soldats partirent pour le dépôt qui était à Luxembourg afin d'obtenir leur retraite. Pendant 10 jours, le régiment prit ses cantonnements à Santa Cristiana de Polvorosa, près de Benevente. Puis l'ordre arriva d'entrer en Estramadure, afin d'arrêter les Anglo-Portugais qui se dirigeaient sur la capitale de l'Espagne que n'occupaient que quelques troupes françaises. Nous marchions à grande journée, mais le 69e était dur à la fatigue, et le soldat de bonne humeur. « Nous allons enfin nous regarder dans le blanc des yeux avec messieurs les Godem », disaient en riant les voltigeurs. À Toro, jolie petite ville située sur le Douro, à 6 lieues de Zamora, nous fûmes logés dans un des nombreux couvents de la ville. 2 bataillons étaient au couvent des Capucins. Quelques-uns de ces derniers étaient restés, quoique tremblants de peur, et nous firent boire d'excellents vins. Nous traversâmes aussi le village de Fuentes des Aonos, renommé pour ses vignes, et au sommet d'une côte, nous aperçûmes soudain, à 4 lieues devant nous, les tours des majestueux édifices de la fameuse Salamanque. Le 69e entra musique en tête dans cette ville, par la rue qui conduit à la Plaza Mayor, et en attendant que le logement fût fait, le colonel nous fit former sur la place. Je n'avais jusqu'alors rien vu d'aussi beau et d'aussi régulier que cette place qui peut contenir 2000 hommes en bataille et 8000 en colonne. 7 rues principales y aboutissent. Les maisons bâties alentour sont absolument uniformes. Un balcon de fer fait le tour de la place, quelques pointes de fer marquant seulement la séparation de chaque propriétaire. Des voûtes ouvertes sur la place par de grands arceaux en font une promenade d'autant plus agréable que la fraîcheur y règne par les plus grandes chaleurs. Sous ces voûtes sont de très jolies boutiques, contenant des marchandes encore plus jolies. On pouvait y admirer en particulier une belle cordière et une charmante marchande de bonbons. Les bustes de marbre des rois d'Espagne jusqu'à Charles IV étaient tous placés en ordre à hauteur de l'entresol. On y avait même ajouté Joseph Napoléon, mais les Espagnols l'en arrachèrent après notre départ, et après l'avoir traîné dans les plus sales ordures, le brisèrent. La cathédrale nous parut un chef-d'œuvre d'architecture. Le portail sculpté est comme celui de Reims. L'intérieur est d'une grande richesse, et la tour peut être comparée à celle du Panthéon de Paris. Les Espagnols appellent Salamanque la mère des vertus, des sciences et des arts. On prétend en effet qu'il y existe 24 collèges. Nous n'y vîmes que 57 couvents, tant d'hommes que de femmes, tous situés dans les endroits les plus salubres et les plus agréables. La plupart de ceux de religieuses étaient habités, mais on n'y envoya personne. Nos soldats furent logés dans ceux des hommes qui étaient tous évacués, et comme il n'y avait ni bois ni paille, ils pourvurent à leur installation à la façon habituelle. Quand, au bout de 3 ans, l'armée quitta la région, ces édifices où régnait le luxe et l'opulence étaient presque entièrement détruits ou brûlés. Notre séjour à Salamanque ne fut malheureusement pas de longue durée. Après avoir reçu 4 jours de vivres, qu'il fallut d'ailleurs faire durer pendant 20 jours, nous prîmes la route de Puerto Baños. Notre première étape fut San Pedro de Rosado, à 7 lieues de Salamanque. Il fallut camper en plein air, dans un terrain sec, aride, garni de chênes verts où nos soldats s'installèrent en maugréant. Un de mes camarades du 9e bataillon, Leblanc, vint partager avec moi une bouteille de bon vin qu'il avait emportée et me raconta qu'il avait couché à Salamanque dans une maison si honnête qu'on lui avait pris, pendant la nuit, son habit, son shako et son fusil, probablement pour qu'il ne fût pas trop chargé en route. Le lendemain, on cantonna à Baños, où les soldats trouvèrent beaucoup de vin et une si grande quantité de cassonade que toute la nuit, le vin chaud nous fit oublier nos fatigues.
Un vieillard me raconta que ce produit était apporté de Portugal par des contrebandiers qui en faisaient là un dépôt et où les arriéros venaient s'approvisionner. Les chaleurs étaient excessives, nos soldats, à part quelques Égyptiens, avaient toujours fait campagne dans le nord de l'Europe et les supportaient assez difficilement. Aussi, comme le vin était en abondance, la peau de bouc, le bidon, la gourde étaient toujours remplis et aussi souvent vidés. Je n'ai jamais vu, en Languedoc ou en Roussillon, de vin aussi fort, aussi épais et aussi noir que dans ce pays. Les soldats étaient entrés dans les foudres jusque par-dessus la tête. Aussi, malgré l'eau et le savon qu'ils employèrent pour se nettoyer, ils furent teints de la couleur chère à Bacchus pendant au moins 15 jours. Le 30 juillet, nous arrivâmes à Plasencia, où nous apprîmes la victoire de Wagram. Nos soldats comptaient bien la célébrer comme il convient, mais il n'y eut pas de distribution. Il ne restait pas 20 habitants dans la ville, et les troupes du maréchal Soult, qui nous précédaient, avaient tout saccagé. Le régiment fut placé dans un couvent où il y avait au moins 1000 balles de coton, pesant bien 600 livres chacune. Les hommes poussent des cris de joie et se font de bons lits de coton. Je m'installe dans une cellule et me couche, lorsque j'entends crier au feu. Tout le coton brûlait, avec une rapidité telle qu'il fallut sauter par les fenêtres. 4 hommes du bataillon furent brûlés vifs. Nous laissâmes tranquillement flamber le couvent et passâmes la nuit à la dure, sur la place voisine. Ce fut d'ailleurs avec plaisir que nous quittâmes cette ville. L'air était empesté et malsain. Les Anglais avaient laissé dans l'hôpital 1500 malades, avec des chirurgiens et des médecins, et malgré les soins dont ils étaient entourés, ils mouraient comme des mouches. Ce fut à ce moment que se présenta l'occasion d'anéantir totalement l'armée anglaise sans que ni hommes, ni chevaux, ni bagages ne pussent s'échapper. Cette armée suivait dans la plus parfaite sécurité la route de Barados à Madrid, ne pouvant croire qu'une armée qui se trouvait au 1er juillet en Galice put, malgré un repos de 10 jours à Bénévente, faire un trajet de 130 lieues en montagne avec une nombreuse artillerie en moins de 17 jours et arriver à temps pour l'empêcher de s'emparer de la capitale. Il paraît donc que l'armée française qui se trouvait devant les Anglais et qui était inférieure en nombre devait rétrograder à petite journée jusqu'au jour de notre arrivée sur les derrières de l'ennemi. Le mouvement fut parfaitement exécuté, comme il était convenu entre le roi Joseph et les maréchaux Soult et Ney, et nous arrivâmes derrière l'armée anglaise qui marchait toujours à 3 petites journées d'elle. Mais le maréchal Jourdan, major général de l'armée du roi, ayant reçu quelques renforts, décida Sa Majesté à ne point laisser envahir Madrid, ce qui produirait mauvais effet sur les Espagnols et l'assura de la presque certitude du gain de la bataille. Peut-être aussi y eut-il d'autres motifs que je ne connais pas qui décidèrent le roi Joseph à attendre les Anglais à Talavera de l'Arena. L'armée française prit position hors de la ville, la gauche appuyée au Tage. L'armée anglaise resta sur les hauteurs, la droite au pont magnifique jeté sur le fleuve. Le général anglais avait peut-être appris que nous arrivions à grande journée sur ses derrières et empêchions sa retraite par la route de Lisbonne ou celle de l'Estramadure. Aussi s'était-il ménagé celle de l'Andalousie par la Sierra Morena, tout au moins pour sauver ses hommes en abandonnant l'artillerie. Chose extraordinaire, après avoir fait 130 lieues au moins en si peu de temps, nous mîmes 4 jours pour faire 20 lieues sur un chemin très facile. À chaque instant, on s'arrêtait sous prétexte de réparer l'artillerie. On présume qu'il y eut jalousie entre les maréchaux, chacun voulant marcher à volonté. Le roi, fatigué d'attendre et stimulé par d'autres généraux ambitieux qui voulaient seuls acquérir de la gloire, fit attaquer. Je ne puis donner de détails exacts sur la fameuse bataille de Talavera, ne m'y étant point trouvé. Mais d'après ce que m'en a dit plus tard le général Foy, les Français, quoique moins nombreux que l'ennemi, y firent des prodiges de valeur. Ils durent charger à la baïonnette pour enlever des retranchements qu'on aurait pu faire évacuer en les tournant. Le champ de bataille nous resta, mais nous perdîmes au moins autant de monde que l'ennemi. Les Anglais se retirèrent par le chemin qu'ils s'étaient réservé, après avoir eu soin de faire sauter le pont. Nous étions si mal renseignés que nous ne sûmes rien de ce qui se passait à 12 lieues de nous. Ce fut un courrier du roi qui vint à Navalmoral nous annoncer le gain de la bataille et la fuite des Anglais par le chemin de l'Arcobispo. Ce village est sur la rive droite du Tage, près d'un pont bâti par les Romains. La division se dirigea sur ce pont, et bientôt notre avant-garde s'engagea avec 30 000 Espagnols que les Anglais avaient laissés à l'Arcobispo, avec 30 pièces de canon pour couvrir leur retraite. Eux étaient déjà à 5 lieues de là. Le duc de Dalmatie n'eut pas plus tôt notre brigade sous la main qu'il ordonna de chercher un guet et fit passer 1500 dragons qui, en moins d'un quart d'heure, mirent cette masse en déroute et prirent plusieurs milliers d'hommes et tous les canons. Le reste se sauva dans les montagnes ou dans les arbres, où la cavalerie ne pouvait les atteindre.
Les voltigeurs du régiment prirent le village, mais furent arrêtés devant le pont garni de 2 tours, d'où partait une fusillade très vive. Le colonel fit avancer les sapeurs, qui enfoncèrent à coups de hache les portes des tours. Puis nous montâmes en haut, où tous les Espagnols qui y furent trouvés furent précipités sur les pointes des rochers qui sortent du fleuve. Nous bivouacâmes dans une plaine sans ombre ni eau, car, avant de se sauver, les paysans avaient rempli les fontaines de chaux pour les tarir. Mais les soldats mirent la main sur au moins 20 000 moutons qui s'étaient échappés et erraient au hasard. Je n'ai jamais vu pareil gaspillage de viande. Au lieu de tuer ceux dont ils avaient besoin, les hommes trouvaient plaisant de couper un gigot sur un mouton vivant qui s'enfuyait sur 3 pattes pour aller mourir un peu plus loin. Il fallait leur pardonner. Depuis plus de 8 jours, ils n'avaient pas mangé une miette de pain. On lut à l'ordre que le corps d'armée retournait à Salamanque pour y prendre des cantonnements et on se mit en route le lendemain. C'est à ce moment que nous vîmes jusqu'où pouvait aller le patriotisme sauvage des Espagnols. Toutes ces belles plaines couvertes de grains prêts à être moissonnés étaient en cendres partout où nous devions passer. En moins d'1 heure, les villages à 20 lieues à la ronde étaient informés de notre arrivée et de la route que nous suivions. Dans chaque localité, un homme de garde était posté sur l'élévation la plus haute et la plus proche du bourg. Il était muni d'une botte de paille qu'il attachait à une longue perche et aussitôt qu'il voyait notre avant-garde déboucher, il y mettait le feu. Ce signal se répétait jusqu'à la ville principale de l'arrondissement et de la province. Un bataillon portugais vint mettre le feu au bourg de Bagnos quelques instants avant notre passage et dans la rue même où nous devions passer. L'artillerie qui voulut passer quand même au galop dut y renoncer, non sans avoir abandonné quelques pièces qui furent consumées. Les caissons de munitions durent attendre que le feu fût complètement éteint et la rue déblayée. Ce bataillon se posta ensuite à un col de la montagne et attendit notre arrivée. Ne supposant pas qu'il fût possible à la cavalerie de charger sur un terrain hérissé d'énormes rochers, il comptait faire quelques décharges sur l'infanterie et se sauver. C'était le 3e régiment de hussards qui formait l'avant-garde, et le maréchal Ney se trouvait justement avec l'escadron de tête. Le maréchal commanda immédiatement la charge à cet escadron, qui malgré les rocs énormes, tomba avec tant de vitesse sur les Portugais qu'ils ne purent faire grande résistance ni empêcher que 50 hommes fussent sabrés. Le reste gagna lestement la partie de la montagne inaccessible à la cavalerie. Le 3e hussard eut à regretter la perte de 6 braves cavaliers, dont un adjudant sous-officier. En arrivant à Salamanque, après tant de fatigue, chacun crut entrer dans la terre promise. On distribua du pain, du vin, et comme les soldats avaient quelques sous en poche, ils se mirent à visiter les tavernes, de préférence aux belles églises. 2 jours après notre retour, vous n'eussiez pu croire que c'étaient les mêmes hommes qui venaient de faire 200 lieues par une chaleur cuisante, et la plupart du temps sans pain et sans eau. Notre séjour à Salamanque ne fut d'ailleurs pas de longue durée. 6 jours après, le régiment alla s'installer à Zamora, à 14 lieues de Salamanque, au sein d'un pays fertile et près des célèbres mines de turquoise. Le bataillon fut logé dans un couvent qu'avaient occupé avant nous des soldats espagnols. On commença un nettoyage complet du bâtiment, mais ce fut en vain, on ne peut rendre propre ce que les Espagnols ont habité. Lorsque nous quittâmes Zamora à la fin du mois d'août, on pouvait toujours ramasser les puces à la pelle dans notre couvent. Nous cédâmes la place au 6e léger et allâmes occuper les Desmas avec le 3e hussard. Au moment où les fourriers des hussards arrivaient en ville pour faire le logement, ils surprirent 30 Espagnols du régiment de la Reine. Les fourriers les chargèrent sans hésiter, en sabrèrent un bon nombre et ramenèrent un prisonnier. Nous fîmes un séjour assez long dans les Desmas, puis le régiment entreprit une tournée dans les environs pour éloigner et tâcher de détruire la bande de Don Julián qui commençait à devenir gênante. Note. Don Julián était un des plus célèbres chefs de partisans espagnols. Le 17 septembre, nous échangeâmes une fusillade continuelle avec les partisans et bivouacâmes le soir près du village de Somognos. Avant de faire rompre les rangs, le colonel défendit expressément aux soldats de s'écarter en raison de la présence de la guérilla. Mais aucune distribution n'avait été faite. Aussi, malgré les ordres donnés, aussitôt les faisceaux formés et les rangs rompus, plusieurs soldats s'éloignèrent pour aller chercher des vivres. Ils n'étaient pas à 1/4 de lieue du camp qu'ils furent assaillis par les lanciers de Don Julián qui, selon la bravoure habituelle des Espagnols, trouvant ces hommes sans armes, les lardèrent de coups de lance au lieu de les faire prisonniers. 17 hommes furent ainsi victimes de leur désobéissance. Parmi eux se trouvaient 2 de mes compatriotes de Rissey, les fusiliers Rémy et Sardin du 1er bataillon. J'allais saluer une dernière fois leurs cadavres lorsqu'on les rapporta au camp, et put constater que chacun de ces malheureux était percé de plus de 30 coups de lance. Après cette tournée, le régiment ne revint pas à Ledesma, mais rentra à Salamanque où il resta jusqu'au 15 octobre. Ce jour-là,
Tout le corps d'armée, à l'exception du 50e régiment qui resta pour garder les dépôts, se mit en route pour marcher contre le duc d'Elpark, qui avait réuni 35 000 pouilleux que nous ne craignions guère.